La schizophrénie est une maladie complexe, difficile à comprendre pour nous, les néophytes, et on en entend beaucoup parler, cependant, aux nouvelles. Il y a souvent des schizophrènes qui vont être impliqués dans l'actualité. Et pourtant, c'est une maladie qui, semble-t-il, se contrôle, se guérit. Et un livre vient de sortir, ça s'appelle « Je suis une personne, pas une maladie ». C'est écrit par un collectif de gens qui sont concernés par la maladie mentale, dont Luc Vigneault, qui est schizophrène, et la docteure Marie-Luce Quintal, qui est psychiatre. Ils sont tous les deux avec nous. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Luc, on se connaît parce qu'on on se connaît, nous, on a... on a parlé à quelques reprises quand même. En duplex, on dit, moi, on vient de Québec. Ouais. Mais ce soir, on trouvait tellement important de se voir en personne, fait qu'on a pris la route et voilà, nous voilà en studio à Montréal. On est très contents. Alors, expliquez-moi votre cas. Vous êtes schizophrène avant qu'on parle de la psychiatrie dans tout ça. Oui, là, oui, c'est ça. Le schizophrène se découvre à quel âge? Là? Parce que on s'était déjà parlé ensemble, mais je ne savais pas que vous aviez des enfants, que vous étiez en couple. Et Exactement. Ça allait oui. bien. Alors, racontez-moi ça. Ben, en fait, comme je l'écris dans mon livre, ça a commencé, j'étais jeune adolescent. Hein, j'ai commencé à avoir des hallucinations visuelles et auditives à jeun. Oui, c'est important de le dire, sans aucune autre substance. Et puis donc, c'est sûr, la souffrance est arrivée. Puis, comme je l'explique dans le livre, c'est un drame humain épouvantable, tout ce qui se produit. Ta vie, à un moment donné, s'écroule. Et comment j'ai été hospitalisé, comment j'ai pris les premiers contacts avec la psychiatrie. Pour moi, c'était très difficile. Mais les premiers contacts, c'est quand on dit on entend des voix, là, c'est quoi, là, en principe? C'est sa voix à C'est une voix étrangère qu'on entend, comme j'entends la vôtre. Mais on ne l'entend pas dans son cerveau. Vous avez l'impression que ça vient de l'extérieur. Ça vient vraiment de l'extérieur. C'est comme si on cherchait d'où ça vient. Et puis, généralement, ces voix-là ne nous disent pas des choses très, très gentilles. T'es pas fin, t'es pas beau, etc., etc. Donc, ces voix-là nous amènent à être encore plus souffrants, plus malheureux. Et à essayer de casser ces voix-là, c'est très difficile. Et quand vous dites hallucination, est-ce que ça peut être visuel aussi? Ou... Visuel, oui. J'ai vu des choses que les autres ne voient pas. Comme quoi? Des personnages qui n'étaient pas dans la pièce, des ombres. Moi, je faisais un peu de paranoïa, donc je me sentais poursuivi. Puis à chaque fois que je me revirais de bord, je voyais des silhouettes de gens qui n'existaient pas, finalement. Mais qu'est-ce que vos proches disaient? Vous étiez ado, là. Tu dis à ta mère, écoute, je vois quelqu'un autour. Disons que je cachais quand même ça. Ah. À l'époque, j'en parlais pas. Parce que moi, j'habitais tout près de Louis-Polyte Lafontaine, qui est aujourd'hui l'Institut universitaire santé mentale de Montréal. Et c'est sûr, tu sais, on a tellement de préjugés face à la maladie mentale qu'il y a des choses que je vivais que je cachais pour moi. À un moment donné, je me suis réfugié dans la drogue. Donc, la drogue, l'alcool était pour moi une façon de vivre la maladie, mais c'est sûr, à un moment donné, ça l'a empiré, et les choses ont fini par exploser. Et donc, vous avez quand même une vie de couple, vous avez des enfants, et ça explose au moment où vous avez des enfants. C'est ça, après la naissance des enfants, à un moment donné, tout ça explose, et puis là, je me retrouve à l'hôpital, attaché sur un lit, avec des sangles en cuir, et puis là, j'ai perdu complètement le contrôle de ma vie, complètement. Là, j'ai besoin d'aide. J'ai besoin d'aide. Et vos proches doivent être décontenancés? C'est mes proches qui m'ont amené à l'hôpital. C'est ceux qui sont... Mais ils ont toujours été là, toujours été présents. Et puis, bien sûr, quand je suis arrivé, puis ils m'ont gardé de force. Ah oui? Parce que vous décrivez dans le livre, à un moment donné, vous dites qu'il y a comme une équipe de football qui se dirige sur moi, puis ils essaient de me neutraliser. Il y avait combien d'infirmiers? Ah, bon, on était 8. Parce que je suis quand même assez costaud. Ouais. Là, ils ont dit, on va vous garder. Moi, je reste pas ici, je m'en vais. Parce que c'est là que j'ai vu arriver cette équipe de football-là. Puis le ballon, c'était à moi. C'était lui le ballon. Ils ont eu besoin de renfort, d'ailleurs. Oui, puis à un moment donné, ils ont fait un autre appel, ce qu'ils appellent des codes blancs dans le milieu, là, pour dire personnes agressives, puis tout ça. Puis ça a été long et pénible. J'en garde encore un traumatisme, parce que pour moi, c'est une agression que j'ai subie. Moi, je suis là, puis pas trop conscience de ce qui se passe, puis je les vois sauter sur moi. C'est épouvantable, tu sais. Et là, vous connaissez un fond, là, et c'est ce dont il est question dans le livre, là, c'est la façon de sortir de tout ça. C'était quoi votre fond à vous? Là, ben moi, je voulais plus vivre. C'était fini. J'avais fait des tentatives de suicide qui... Vous dites, je passais ma vie sur une chaise berçante. Puis après ça, quand je suis sorti de l'hôpital, je prenais 32 pilules par jour. J'avais plus de son, plus d'image. Puis là, je me berçais. Excusez, j'étais gelé comme une balle. J'étais neutralisé. Il avait neutralisé mes symptômes, mais il m'avait neutralisé ma vie aussi.
j'avais plus de vie. C'est difficile à croire quand on voit quelqu'un d'aussi enjoué, puis aussi de bonne humeur que ça, là, hein? Et ça revient de loin, là, quand même. De très, très, très loin. Là, on me disait, bon, la schizophrénie, bien, c'est fini, tu n'auras plus de vie, fini la vie familiale, fini le travail, etc. Jusqu'au jour où je croise des gens comme la docteur Quintal. Et là, on va parler de ça, justement. Docteur Quintal, avant d'aller plus loin, vous êtes psychiatre. Oui. Vous avez étudié en psychiatrie, vous décrivez votre parcours. Et vous avez aussi flirté quand même avec la maladie mentale. Vous le confessez, là, dans vos dites, il y a un tas de préjugés, mais moi aussi, même comme psychiatre, j'ai eu des problèmes. Racontez-moi ça. Oui, bien c'est ça, c'est qu'on n'est pas à l'abri, personne, d'avoir un problème de santé mentale. Ce que je raconte, c'est qu'en sortant de l'université, j'avais moi aussi des préjugés. J'avais appris que la maladie mentale sévère, bien, les gens ne guérissaient pas. Les gens étaient chroniques. Puis ce que je pouvais faire, c'était de m'assurer qu'ils soient stables. Et voilà, c'était mon mandat. Et tranquillement, j'ai rencontré des gens qui se sont rétablis et qui parlaient, hey, moi, je me suis rétabli, j'ai eu une maladie comme la schizophrénie, je suis rétabli. Au début, là, ça marchait pas. J'avais pas de case pour ça, là, que quelqu'un qui a la schizophrénie pouvait se rétablir. Et vous n'avez pas enseigné ça? Non. Mon premier réflexe, c'est de dire ils ont dû se tromper de diagnostic. Ouais. Bon. Ou bien c'est quelqu'un d'exceptionnel. Mais quand tu en vois 1, 2, 3, 4, 5, tu te dis, à un moment donné, ça doit être vrai, là. C'est vrai que les gens se rétablissent. Et là, je me suis intéressée au rétablissement. On a travaillé très fort. On était une petite équipe à essayer d'intégrer les principes du rétablissement au travail. Et quand on met beaucoup d'efforts, bien, des fois, on ne respecte pas nos limites. Et c'est comme ça qu'à un moment donné, bien, je me suis rendue à un épuisement professionnel. Et Vous avez fait un burn-out, là, littéralement. En bon... Bien dit, c'est ça. C'est un burn-out. Donc, vous avez flirté avec la maladie mentale, puisque le burn-out, c'est quand même... On perd le contrôle quand même de sa vie, là. Mais on n'est pas prêt à ça. Personne. Puis encore moins, en tout cas, moi, je me disais... Je suis là pour aider les gens. J'ai appris plein de choses pour aider les gens. Je sais c'est quoi la maladie. J'arrête pas de dire aux gens qu'il faut respecter leurs limites. Et finalement, je me rends à la même place que tout le monde, à pas me respecter, puis à me ramasser, à avoir mon petit billet du docteur, puis me retourner chez nous en disant, ben voilà, je suis allé trop loin, puis il faut que je m'arrête. C'est jamais facile. Donc, vous avez fait une prise de conscience, mais vous vous êtes dit, en revenant, je peux changer les choses en ce qui me concerne et en ce qui concerne les autres. Je peux guérir des gens. Luc, oui. Avant de la rencontrer, vous avez rencontré un tas de monde. Vous expliquez dans le livre qu'il y a deux types d'équipes médicales. Oui. Pendant un petit bout de temps, vous faisiez affaire avec une équipe médicale dont la prémisse, c'était « ça se guérit pas ». C'est ça. Et vous avez subséquemment rencontré une autre équipe qui, elle, partait du principe que ça se guérissait. Alors, quand on dit « ça se guérit pas », là, vous êtes resté dans votre chaise berçante. Ah, bien, complètement. Hein? Comme je vous dis, moi, j'avais plus d'autre choix que de me bercer. Si je suis atteint d'une maladie incurable et qu'il n'y a rien à faire, alors pourquoi j'essaierais d'aller à des activités? Pourquoi j'essaierais d'aller sur le marché du travail si je suis atteint d'une maladie incurable et qu'il n'y a rien à faire? Donc, je restais là puis je me berçais à journée longue. Le peu d'heures que j'étais réveillé, parce qu'il faut dire que je dormais beaucoup. Comme je vous dis, jusqu'au jour où je rencontre l'autre équipe qui m'ont dit non, le rétablissement, il est possible. Je tiens à souligner que je prends encore de la médication. Je fais encore un suivi médical. Je vis encore avec cette maladie-là. Mais par contre, je vais très, très bien. J'ai une vie pleinement épanouie. Alors, mais parlez-moi du transfert d'une équipe à l'autre. Une équipe qui dit ça marche pas, là, on prend des pilules, puis là, vous êtes gelé. Et là, vous rencontrez l'autre équipe. Alors, comment ça commence? Ça commence qu'ils m'ont demandé, toi, Luc, as-tu des projets, des rêves, des ambitions? Mon Dieu Seigneur, j'avais jamais pensé à ça. Moi, je croyais... je croyais moi, des ambitions. Des ambitions, wow! Oui, peut-être. J'aimerais ça me lever de ma chaise. À 1h, me lever à midi. C'est un début. C'est un début. Mais non, là, je me sens chez nous, j'ai réfléchi. Puis moi, pour me détendre, ben, j'écoute les débats à l'Assemblée nationale. Bon. On voit qu'il reste des symptômes. C'est vrai. C'est vrai, bon. Là, je dis, hey, député, j'aimerais ça, moi, être député. Tu sais, je voyais ça, puis... Mais après ça, je dis, non, il faut que je me fasse un dépliant, puis ça va être marqué schizophrène. Il n'y a pas grand monde qui va voter pour moi. Quoi, des fois, on ne sait jamais. Bon. Mais j'ai dit, qu'un conseiller politique, ça, j'aimerais ça. Ça, j'aimerais ça. Fait que je suis retourné voir mon équipe soignante, puis l'intervenante, j'ai dit, ouais, la question que tu m'as posée la semaine passée, moi, je vais être conseiller politique. Là, elle m'a regardé avec un beau grand sourire, puis elle a dit, ça va lui faire du bien. On a besoin de ton énergie à l'Assemblée nationale. Là, elle dit, on va se faire un plan d'action à partir de ton projet de vie et non à partir de ta maladie. Fait que ça veut dire, ça, si tu veux être conseiller politique, on va aller dans des assemblées politiques. Ils m'ont accompagné dans les assemblées politiques. Ah oui, puis là, à un moment donné, je dis,
Le monde, il reste pas près de moi. Je sais pas pourquoi. Il m'a dit, c'est parce que tu pues, Luc. Tu sais, je me lave pas. T'as une bonne raison. T'as une bonne ça. raison. Je sais que Steve Jobs faisait la même chose. Ah ouais, aussi, ouais, OK. Ça a l'air que lui... Ça a marché pareil. Ça a marché pareil. Non, je me suis même lavé. Je me suis mis à m'intéresser à la vie parce que j'avais un but pour me lever. Avant, je me levais pour aller me bercer. Alors, il faut faire la pause et on va parler justement avec la médecin qui épouse cette façon de voir les choses-là. Comment donner espoir à quelqu'un et à partir du moment où il donne espoir, comment ça peut l'aider à contrôler sa maladie dans 3 minutes? On parle du livre « Je suis une personne, pas une maladie » qui est écrit par un collectif de spécialistes en maladies mentales et dont Luc Vigneault, qui est schizophrène lui-même, et la docteure Marie-Luce Quintal, qui est psychiatre. Alors, avant la pause, Luc nous disait que c'est important d'avoir de l'espoir. Vous étiez parti de l'hypothèse, ce qu'on vous avait enseigné à l'école, que ça ne se guérissait pas, ça ne se contrôlait pas, et vous avez compris qu'en donnant de l'espoir, effectivement, ça peut fonctionner. Bien sûr, quand on n'a pas d'espoir, on ne fait aucun effort, comme le racontait Luc tout à l'heure. Si on n'a pas l'espoir qu'on peut s'en sortir, pourquoi je ferais un effort pour faire quelque chose? Donc, quand on commence à avoir l'espoir qu'il y a une possibilité de vivre une vie satisfaisante, que mes rêves, peut-être que je peux les réaliser, peut-être que je ne les réaliserai pas tous, mais au moins, je peux en réaliser quelques-uns. Mais ça, c'est tout le monde. Hein? Il n'y a personne qui réalise. Mais est-ce qu'il n'y a pas des rêves. degrés? Est-ce que la schizophrénie de Luc n'était pas moindre que quelqu'un d'autre là, qui ne peut pas s'en sortir? Parce que s'il n'a pas ses médicaments, s'il n'est pas gelé là, sur sa chaise berçante, il n'y a rien à faire avec lui? Je suis peut-être un peu utopiste, mais je pense que tout le monde peut se rétablir. Se rétablir, ça veut dire mener une vie satisfaisante en tenant compte des limites de la maladie. Alors, c'est sûr que si quelqu'un a une maladie qui est plus sévère, peut-être que sa vie satisfaisante ne sera pas la même que ce que Luc a réussi à atteindre. Mais on peut vivre une vie satisfaisante quand même. C'est comme quelqu'un qui est en chaise roulante, il va mener une vie satisfaisante même s'il ne marche pas. Mais si on lui dit, pour vivre une vie satisfaisante, il faut que tu marches, bien, il n'y aura jamais une vie satisfaisante. Donc, si on lui donne de l'espoir, il y a moyen de vivre une meilleure vie que si tu n'as aucun espoir, zéro majuscule. c'est clair. Parce que, Luc, vous travaillez, Moi, je avez une travaille vie, 35 heures semaine. et vous aidez les personnes? Moi, je suis père aidant à l'Institut universitaire en santé mentale de Québec. Donc, j'aide mes pères à se rétablir, à transmettre l'espoir. Pour dire, moi, j'ai passé par où tu as passé et Dieu sait que c'est possible. C'est un petit peu comme l'alcoolisme. Un alcoolique qui est tout seul dans son coin, pas capable d'arrêter. Puis quand il y a quelqu'un d'autre qui dit, écoute, moi, j'ai vécu ça, puis j'étais capable. C'est un peu la même logique. C'est un peu la même logique, en fait. On sait que les alcooliques, ça fonctionne. Chez les personnes atteintes de maladies mentales, ça fonctionne aussi, avec un encadrement là, qu'on a. Mais les préjugés sont quand même forts envers cette maladie, particulièrement à cause de l'actualité. Ça arrive, je dirais, une fois par semaine, où il y a un cas d'un schizophrène qui va éclater, va tuer ses parents ou quoi que ce soit, ou les avocats qui, a posteriori, vont soulever cette maladie-là pour justifier le comportement criminel de quelqu'un. Il y a quand même ces préjugés-là, non? Je dirais que c'est des préjugés, c'est-à-dire que oui, il y a des gens qui peuvent commettre des gestes malheureux, mais c'est la minorité. La majorité des gens ne sont pas agressifs, ne sont pas dangereux, ne sont pas violents. Mais quand il y en a un, bien là, ça passe dans toutes les nouvelles. Alors, on a l'impression que tout le monde est dangereux, ce qui n'est pas la réalité. Êtes-vous dangereux, Luc? Fâchez-vous des Non, fois? pas en tout, pas en tout. Oui, je me fâche, oui. Mais c'est sûr que non, dangereux, non. Ça, en aucun temps. Si vous arrêtiez votre médication, pensez-vous que vous entendriez encore des voix? Moi, je ne prendrais pas le risque d'arrêter. Parce qu'il y en a qui... C'est ça souvent le problème. C'est qu'on dit, c'est quelqu'un qui se contrôlait, mais il avait décidé de... Moi, j'ai décidé de prendre ma vie en main, d'avoir une hygiène de vie, d'avoir un bon sommeil, de me tenir loin de la drogue, de prendre ma médication. C'est un choix que j'ai fait. Probablement que si j'arrête tout ça, ben je vais retomber, puis ils vont me geler, puis je vais me rebercer. Ça me tente pas du tout. Donc, avec cet encadrement-là, je suis très, très heureux. Je suis en contrôle. Je peux discuter de comment je me sens. La médication que je prends, c'est pas la même toute ma vie. Elle change régulièrement, je vous dirais, aux 9-12 mois. On change parce que mon système la rejette ou mon système a décidé d'agir différemment. Mais moi, c'est un choix que j'ai fait. Puis, parlait de dangerosité. Tu sais, il y a eu un meurtre cette semaine d'une garderie. Le monsieur, il n'était pas schizophrène du tout, là. On n'est pas à l'abri que personne pète les plombs
Et nous, ben, on n'est pas différents des autres. Alors, cette philosophie-là, dans les hôpitaux psychiatriques, est-ce que c'est répandu ou vous êtes juste quelques-uns à prôner ça, que ça se guérit? Parce que vous m'avez dit, moi, à l'université, on m'a montré à donner des médicaments pour calmer. Est-ce que ça gagne du terrain? Je dirais que ça gagne du terrain de plus en plus. Ça fait quelques années déjà qu'on a commencé, Luc et moi, à faire de la formation un peu partout à travers la province. Parce que vous travaillez les deux ensemble. On travaille ensemble. Formateurs puis conférenciers, oui. Et les psychiatres vous reçoivent bien quand vous arrivez avec vos théories ou disent, bon, mais ça, ils pèlent des nuages? Ou... Peut-être que le premier réflexe, c'est de dire qu'ils pèlent des nuages, mais par la suite, les gens sont réceptifs. Puis tranquillement, je regarde à l'Institut, il y a des choses qui se sont faites. De plus en plus, on donne de la place aux usagers dans l'organisation des services, de pouvoir participer là, quand on veut faire un changement dans notre organisation. Si on ne demande pas aux gens qui reçoivent les services, on a des chances de faire des bien beaux changements, mais qui mènent à rien. Ah ouais. Puis nous, on est chargés de cours ensemble à la Faculté de médecine de l'Université Laval et de Montréal, aux futurs psychiatres, donc aux résidents en psychiatrie. Donc, on est loin de votre chaise berçante. Ah oui? Chargé de cours à l'université, Oui, là, franchement. Là. On est parti de chaise berçante à changer de cours à l'université, donc... Donc, tout est possible. C'est l'argument du livre. On en parle dans 3 minutes, après la pause. À tout de suite. Avec moi, les auteurs de « Je suis une personne, pas de maladie », Luc Vigneault et une psychiatre, le docteur Marie-Luce Quintal, qui font partie d'un collectif qui a écrit ce livre-là. Ça s'appelle « Je suis une personne, pas de maladie ». Donc, on a tendance à soigner la maladie, à se dire, bon, dans le fond, peu importe, il est assis sur sa chaise, là, on lui donne des pilules, puis on le soigne. C'est comme ça que c'est pour ça le titre? C'est parce qu'avant, ce qu'on voulait, c'était traiter les symptômes. Donc, une fois qu'on avait traité les symptômes, c'était correct. Maintenant, si on regarde la personne qui est en arrière, peut-être qu'on ne traitera pas tout à fait la même chose. Exemple, quelqu'un qui veut retourner aux études va peut-être me dire, bien, je voudrais avoir un peu moins de médication parce que je suis trop endormie, je ne suis pas capable de me lever le matin, je ne suis pas capable d'aller à l'école. Même si j'ai un petit peu d'hallucination, ça ne me dérange pas. Ça me permet de me lever puis d'être plus présent en classe. Alors, on va ajuster la médication en fonction de ces projets. Donc, il y en a qui peuvent entendre des voix, mais être fonctionnels quand même? Bien sûr. Ah oui, Ouais. tout à fait, oui. Oui? Oui, j'en connais, personnellement. Ah bon? Alors, moi, j'avais... c'est vrai, vous me faites penser, le livre sur le fameux mathématicien là, qui était schizophrène. Oui. On voit à la fin du film avec Russell Crowe qu'il entend encore des voix. Là. Un homme d'exception. Oui, un homme d'exception. Oui, c'est un schizophrène qui est vraiment a fait des découvertes mathématiques. Oui, voilà. Alors, comment vous voyez la suite des choses de votre vie? Là? Vous voyez ça comment? Vous essayez de convaincre les autorités médicales oui. à changer de leur façon de faire? Ou... Bien, c'est ça. Nous, on travaille ensemble comme formateurs conférenciers. Puis moi, je rencontrais le plus de gens possible pour transmettre cette philosophie-là, pour démystifier. Parce que ça s'adresse à toute personne, toute maladie mentale confondue. C'est un concept, le rétablissement, qui va aider les gens à avoir une meilleure qualité de vie qu'ils ont présentement avec la maladie. Et c'est important pour les autres, mais pour ceux qui souffrent de la maladie, tu sais, de se faire dire, tu peux sortir de ça, c'est une bouée de secours et c'est la seule façon de s'en sortir. Oui, de façon et on parle beaucoup de la famille aussi. La famille est importante, de soigner la famille quand il y a un membre qui a une maladie mentale. Il faut que la famille se soigne pour mieux accompagner la personne vers son émancipation. Alors, c'est un privilège. Vous avez travaillé avec Luc quand même. Bien sûr, c'est un privilège. Je suis très chanceuse. Moi, je suis chanceux de travailler. Moi, j'ai mon psychiatre toujours à côté de moi. Psychiatre personnel à temps plein. c'est ça. Mais n'empêche que c'est un travail assez colossal que vous menez, là. Oui, mais on est convaincu qu'on peut y arriver. Oui. On est convaincu que les gens peuvent vivre une vie satisfaisante. On est convaincu. Puis il faut que tout le monde se sente concerné. Alors, monsieur et madame, tout le monde aussi est concerné parce que quand les gens vont sortir de l'hôpital, puis aller travailler, puis aller à l'école, bien, il faut les accueillir. Hein, il faut leur faire une place. Alors, nous aussi, on est concernés comme citoyens. Alors, si vous lisez ce livre-là qui s'appelle « Je suis une personne, pas une maladie » aux éditions Performance, vous allez comprendre qu'effectivement, à partir du moment où il y a de l'espoir, tu dis à quelqu'un, bien là, t'es pas mort, parce que quand vous étiez dans votre chaise vous vous sentiez mort. T'es mort. Hein? T'es mort. Alors, à partir du moment où on dit t'es pas mort, t'as une vie possible, il y a moyen de faire quelque chose. Donc, ça s'améliore considérablement. Merci beaucoup. C'était fort intéressant de vous avoir sur mon plateau. Gentil. Merci d'avoir été là. On se retrouve demain à l'heure habituelle. Bye.